prémices de fonction. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans les fonctions en Python. Donc, le principe jusqu'à date, c'est on est capable de créer différents programmes, et les programmes sont capables d'être exécutés de manière séquentielle à partir des différentes instructions que j'écris ici. Donc, on a vu qu'on peut avoir différentes variables, on a vu qu'on peut utiliser ces variables-là, on a vu qu'on peut avoir des boucles, hein? Donc, on a vu qu'on peut avoir des conditionnels. Donc, on a plein de manières de parcourir un programme, d'être capable d'exécuter les différentes instructions de manière séquentielle, puis des fois de briser ce flot d'instructions-là. Mais on va se rendre compte que quand on écrit des programmes, ce qui va se passer extrêmement souvent, c'est qu'il va y avoir une série d'instructions que j'aimerais ça répéter sur une commande. Donc, d'avoir une série d'instructions que je peux réinvoquer à n'importe quel moment pour être capable d'avoir le résultat, pour être capable d'avoir la série d'instructions qui s'exécute. Donc, d'avoir un bloc de code qui est réutilisable, mais que je n'ai pas besoin de recopier plusieurs fois. Donc, le principe des fonctions, c'est exactement ça. Donc, c'est un bloc d'instructions que j'écris à côté de mon programme principal, qui va être une série d'instructions que je peux invoquer à n'importe quel moment dans mon programme. En fait, les différentes fonctions, on en a déjà utilisé. Donc, on a des fonctions comme print, on a des fonctions comme input, qu'on a déjà invoquées, hein? Puis, en fait, derrière ces appels de fonctions-là, se cachent d'autres instructions qui vont venir faire la mécanique qu'on a besoin pour faire afficher à l'écran des choses. Le input, ça permet de faire derrière le fonctionnement des différentes informations. On va aussi voir qu'il y a beaucoup de fonctions qui existent, qui sont déjà programmées dans les librairies de Python. Et on va être capable d'aller chercher ces fonctionnalités-là pour pouvoir les utiliser dans notre programme. Mais avant de tout voir ça, on va regarder comment créer nos propres fonctions, comment les invoquer, comment les appeler dans notre programme, puis on va voir les différentes modalités d'utilisation de ces fonctions-là. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que je peux y envoyer des informations? Est-ce que je peux avoir différentes informations de retour? Donc, le principe de toutes les possibilités des fonctions, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec notre prémisse initiale d'une fonction le plus simple possible. Ça va ressembler à quoi? Fait que premièrement, les fonctions qu'on veut décrire vont être écrites habituellement au début de notre script. Donc, on va avoir les définitions de fonctions au début, puis en dessous de ça, on va avoir notre programme principal. Donc ici, je vais descendre mes instructions de mon programme principal et je vais aller écrire une fonction. Pour écrire une fonction, ça a une syntaxe obligatoire, comme n'importe quoi d'autre, comme l'assignation, comme les conditionnels, comme les boucles. Donc, on commence avec le mot-clé def. Donc ici, c'est pour define, pour définir une fonction. Donc ensuite, je vais avoir à nommer ma fonction. Donc, en gros, c'est le nom que je vais pouvoir utiliser pour invoquer cette fonction-là par la suite. Donc, ici, je peux avoir un nom quelconque. On est ensuite dans la syntaxe, c'est obligatoire d'avoir des parenthèses. Donc, on va voir plus tard qu'on peut rentrer des choses dans ces parenthèses-là, mais le principe ici, c'est qu'on est obligé d'avoir les parenthèses. Et finalement, on a un 2 points. Donc, le 2 points, on l'a déjà vu en fait. Hein, quand on utilisait le if, quand on utilisait le while, quand on utilisait le for. Donc, le principe du 2 points, c'est de dire voici une description initiale, puis ensuite, je vais aller écrire un bloc de code qui va venir avec ça. Donc, comme pour le if, comme pour le while, comme pour le for, après le 2 points, la ligne subséquente va avoir un niveau d'indentation différent. Donc, on avait parlé de l'indentation, on peut avoir 2 ou 4 espaces,
Puis en gros, toutes les lignes d'instruction qui vont être à ce niveau d'indentation-là vont faire partie de ma fonction. OK? Donc, ici, à l'intérieur, on peut voir encore une fois, l'éditeur me permet de facilement voir qu'est-ce qui se passe avec. On a plusieurs instructions qui font partie de la fonction. OK? Donc, je vais marquer « Allô » et « Je suis dans la fonction ». Toutes ces instructions-là, puis je peux avoir des espacements entre les deux. Tant que ça reste au niveau d'indentation, ça fait partie de la fonction. Si j'exécute ce code-là, il ne se passe rien de spécial par rapport à la fonction. Pourquoi? Parce que ce que j'ai écrit ici, c'est une définition de fonction. Ça décrit qu'est-ce que ça va faire quand je vais l'utiliser. Donc ça, c'est juste la première partie. J'ai juste fait comme la recette pour être capable d'utiliser la fonction. La deuxième étape, ça va être d'appeler la dite fonction. Donc quand on appelle des fonctions, en fait, c'est ce qu'on fait depuis le début avec print puis avec input. Donc quand je veux appeler une fonction, donc l'invoquer, quand je veux l'exécuter, ce que je peux faire, c'est avoir le nom de la fonction. Puis là, je peux voir ici, l'éditeur de texte il est conscient que j'ai défini une fonction. Il est comme « Hey, ma fonction, là, je sais que ça existe, c'est dans le main. » Puis je peux l'appeler avec l'utilisation de parenthèses. Donc si j'essaye ça, je peux voir que ça l'a exécuté le print. Ensuite, quand j'appelle une fonction, ce qui se passe, c'est qu'il prend une pause d'où c'est qui est. Il va aller exécuter les différentes instructions qui est à l'intérieur du bloc de code, puis il va revenir où il était par la suite. Donc je peux voir ici qu'il a exécuté le Hello la classe. Ensuite, il a exécuté ma fonction qui a les deux prints Hello, je suis dans la fonction. Et ensuite, il a continué, puis il a exécuté le x égale à 5, print x. Ça veut dire que l'appel de la fonction, je peux le répéter. Donc, le but de la fonction, c'est d'être un bout de code que je peux répéter autant de fois que j'en ai besoin. Donc, on a ici le fonctionnement fondamental de la fonction. D'être capable de définir la fonction et d'être capable de l'appeler au besoin. Ça va bien jusqu'ici. Là, ici, j'ai fait quelque chose qui va être inhabituel, en fait, pour les fonctions. Donc, le principe des fonctions, c'est d'être capable d'être des bouts de code qui vont être réutilisables dans mon programme, habituellement pour faire un calcul qui doit être répété plusieurs fois. OK? Donc, pour être capable de créer une fonction qui est capable d'être répétée, puis qui calcule un élément plusieurs fois, il va falloir que j'utilise deux mécanismes différents pour être capable d'envoyer des informations à ma fonction, puis pour être capable de utiliser les résultats de la fonction. Donc, ce qu'on va regarder, c'est ces deux différents mécanismes-là. Et quelque chose. Donc, pour être capable d'envoyer des informations à la fonction. Le principe ici, c'est que la fonction, elle peut être utilisée d'une manière qui n'aura pas besoin d'avoir d'intervention d'un être humain. Donc, les fonctions, à moins que ça soit explicitement demandé dans les énoncés, les fonctions n'auront pas de print et n'auront pas de input à l'intérieur. Donc, les print et les inputs vont rester dans notre programme principal. Puis, après ça, on va envoyer les informations à la fonction pour qu'elle soit utilisée correctement. Donc ici, on a un exemple de ça avec le print. Donc quand je fais le print, je peux envoyer de l'information au print, puis cette information-là va être utilisée pour être affichée par la suite. OK?
quand j'utilise le print, il n'y a pas une saisie qui se fait au moment de l'exécution qui dit hey, tu as appelé print, c'est quoi que tu veux afficher à ce moment-là? Non, je l'ai envoyé, cette information est utilisée, tout est beau. Donc, la première des options quand je définis des fonctions. Premièrement, je peux définir plusieurs fonctions à mon début de script. Fait que je peux ici avoir une deuxième fonction. On va l'appeler fonction 2. Donc, encore une fois, quand on utilise la création de nouveaux éléments. OK, donc, je suis en train de créer ici le nom de quelque chose. On appelle ça des identificateurs. Puis, on a des règles. OK, il faut que ça commence par une lettre. Après ça, j'ai le droit d'avoir des lettres, des chiffres ou des underscores. Puis, habituellement, la convention se veut que quand j'ai besoin d'avoir quelque chose avec plusieurs mots, je vais utiliser la convention qui s'appelle le camel case, qui va faire en sorte que j'ai le premier mot, puis quand j'ai le second mot, ici 2, j'utilise une lettre majuscule pour indiquer que je change de case. Donc, j'ai la fonction minimum. OK? Donc, je vais ici mettre un commentaire. On va être capable d'utiliser des informations pour que la fonction soit utile. Donc, admettons que je pense à l'utilisation d'une autre fonction qui est la fonction sin. Admettons que je veux calculer le sin de quelque chose. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sin, puis là, je vais mettre une parenthèse, puis là, je vais aller écrire une valeur quelconque. Donc, le principe ici, c'est que qu'est-ce qu'il y a entre les parenthèses? C'est l'information que je vais vouloir aller envoyer à la fonction. Donc, on a ce principe-là qui existe quand on a la définition de la fonction. Je vais aller décrire entre les parenthèses les différentes informations que j'ai besoin de recevoir pour représenter cette fonction-là. Ici, j'ai encore une fois, j'ai nommé ces identificateurs-là. Là. Donc, en fait, je peux l'appeler ma var 1, ma variable 2. Juste pour bien comprendre que c'est moi qui ai dicté ces informations-là. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand je vais utiliser la fonction, je vais devoir fournir les informations pour ces différents paramètres d'entrée-là. Donc, en gros, une fonction, on peut voir ça comme une espèce de boîte noire, là, où c'est qu'à l'intérieur, il y a les instructions. Puis, cette boîte noire-là, elle est isolée. On va voir qu'elle est isolée du restant du programme. Puis, on va être capable de fournir des informations à la boîte noire par les paramètres d'entrée. Je vais pouvoir ici envoyer des informations à l'intérieur. Ici, j'utilise le print dans la fonction parce qu'on ne sait pas comment mieux utiliser les retours de fonction encore. Mais comme j'ai dit, principalement, les fonctions habituellement, ils n'ont pas de print à l'intérieur. Donc là, ici, je l'utilise juste pour voir qu'il se passe quelque chose. Donc, quand j'utilise la fonction, si on regarde qu'est-ce qui se passe, bien, cette information-là va être transférée. Donc, on a dit que quand on appelle une fonction, ça prend une pause où c'est qu'on est, puis ça s'en va faire les instructions qu'on a à l'intérieur de la fonction. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, quand j'ai besoin d'afficher ma variable 1, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'information que j'ai envoyée ici va être transférée dans cette variable-là. C'est comme une assignation qui se passe. Fait qu'on a ici le hello qui se passe là-dedans, puis on est capable de faire afficher ces deux informations-là. Si je réutilise la fonction, le deuxième appel de cette fonction-là, donc j'ai défini la fonction, ça tout seul, il ne se passe rien, c'est comme une recette. Mais après ça, j'ai deux appels, deux utilisations de cette fonction-là. Donc j'envoie ici l'information dans ma variable 1 qui l'affiche, j'envoie cette information-là dans ma variable 2 qui l'affiche, puis je peux voir que les utilisations sont indépendantes. Donc
ils ne se connaissent pas, ils sont capables d'être répétés. Fait que le principe de paramètres d'entrée, ça nous permet de représenter les informations qui vont devoir être recueillies par la fonction et utilisées par cette fonction-là. Le deuxième mécanisme qui est primordial à l'utilisation de fonctions, ben, si on est capable de rentrer des informations à l'intérieur, il va falloir être capable de ressortir de l'information de ma fonction. Donc, la deuxième partie des fonctions, ça va être le principe des retours. Donc, les retours, juste un instant. Ici. Et... Yep. Allez. Et voilà. Comme ça. Excellent. Donc, les retours, on va se créer une troisième fonction pour ça. Donc, les retours, c'est indépendant des paramètres d'entrée, mais on va voir que c'est habituellement extrêmement lié entre les deux. Donc, on a la fonction avec retour. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est on va calculer des choses. Fait que, mettons ici, x égale à 10, y est égal à... Là, mettons, on va dire a est égal à 10, b est égal à 30. Et là, ici, je vais utiliser le mécanisme spécial de cette fonction-là, qui va être le return. Donc, l'instruction return va me prendre une expression que je veux retourner. Donc, en gros, habituellement, les fonctions, le principe, hein, c'est de répéter un bloc de code. Donc là, on a vu comment rentrer de l'information dans le bloc de code. Mais là, quand je veux sortir de l'information de cette fonction-là, quand je veux avoir habituellement une réponse à la fonction, je vais avoir un retour. Ici, on pourrait dire A plus B, ça va être le retour. Et ici, encore une fois, très académique, hein, donc ça donne toujours 40, là. Il n'y a pas de bonne raison de faire cette fonction-là dans la vie. Mais on représente ici juste comment est-ce qu'on est capable de travailler avec ça. Pour être capable d'utiliser ce retour-là. Donc, pour être capable d'utiliser ce retour-là, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser l'appel de la fonction à l'intérieur d'une expression. Je m'explique. Si j'ai quelque chose comme ça, donc ici, si admettons là, je remplace ça, puis j'écris sin de 1.7. On peut, là ici sin, il manque un petit quelque chose là, pour le faire marcher sur Python. Là, on fait semblant qu'il n'y a pas de squiggly rouge. Mais si j'écris ça, z est égal à 50 plus sin de 1.7, est-ce que implicitement on peut comprendre qu'est-ce qui va se passer? Hein? Parce qu'on sait que le z égal, c'est une assignation. On sait que qu'est-ce qui est à droite de ça, ça va être une expression qui va être évaluée. Hein? On va trouver le résultat de cette expression-là. Ici, le principe, c'est qu'on a le 50, on additionne, puis ça va être le résultat de sin 1.7 qui va être additionné à 50. Fait que si on est capable de le faire avec la fonction sin, on est capable de le faire avec n'importe quelle autre fonction. Donc cette fonction-là, sa réponse, le résultat, c'est ce qu'on appelle le retour de la fonction. Fait que ce que ça va faire, c'est ici, c'est que ça va faire 50 plus, là quand ça va faire l'appel, ça va aller exécuter tout le contenu de ça. Ça va prendre le résultat, puis quand on voit le return, ça va retourner avec cette valeur-là dans notre programme. Fait que si je fais un print de Z, on peut voir qu'on a bien le 50 plus 40. Alright? C'est excellent. Donc ici, à cause de l'horaire, maintenant qu'on a un démonstrateur, ce que je vais faire ici, c'est les différents exercices que je vous donnais à faire durant la période de cours.
je vais directement les faire dans la période de cours. Puis, vous allez pouvoir commencer à travailler immédiatement sur les séries d'exercices qui vont être vues dans la partie de démonstration. Et comme ça, vous allez pouvoir arriver demain avec déjà des questions, déjà des problématiques pour vous aider à débloquer avec le démonstrateur. Donc, comme d'habitude, ces solutions-là vont quand même être affichées sur le site. Là, ici, une modification importante qui arrive, c'est puisqu'on a des fonctions maintenant, on va souvent ne pas avoir plus qu'un fichier. Donc, la solution du cours 3, ça va être juste un fichier .py que vous pouvez télécharger directement. Donc, ce ne sera plus un zip, ça va être directement le .py qu'on peut utiliser. Si on regarde l'exercice 1, je te demande d'écrire deux fonctions différentes. On va commencer avec la première. Donc, on veut une fonction qui va trouver l'aire d'un triangle à partir de sa base et sa hauteur. Donc, on va commencer. On va écrire une fonction. Habituellement, le nom de la fonction a comme nom le résultat qu'on veut avoir, c'est comme la fonction sin, c'est pour trouver le sinus d'un angle. Ici, on peut l'appeler quelque chose comme R triangle. OK? Pour l'instant, je vais rien mettre d'autre. Je vais juste me poser des questions. Quand je crée une fonction, je vais avoir deux questions fondamentales à me poser. C'est quoi les paramètres d'entrée et c'est quoi le retour de la fonction. Donc, pour me demander c'est quoi les paramètres d'entrée, il faut que je me demande qu'est-ce que la fonction a besoin pour être capable de calculer les différents éléments requis à la question. Donc, dans ce cas-ci, pour trouver l'aire d'un triangle, je le dis, c'est à partir de sa base et sa hauteur. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais avoir deux paramètres d'entrée, la base et la hauteur. Excellent. Donc, je peux ensuite mettre le 2 points, commencer les instructions de la fonction. Puis, je me demande, ça va être quoi que je vais trouver à l'intérieur de cette fonction-là? Ben, ici, il faut que je trouve l'aire du triangle. Fait que le retour, ça va être l'aire du triangle. Fait que là, il faut que j'écrive des différentes instructions, différentes opérations pour, à partir de la base et la hauteur, hein, qui sont des variables que je peux directement utiliser. Parce qu'il va falloir que quand je fasse l'appel, ça va être à moi de fournir les informations. Mais là, je peux les utiliser comme si c'était des variables qui avaient déjà du stock dedans. Ça va être quoi que je peux faire pour trouver c'est quoi l'aire du triangle. Fait ici, juste pour, là, ici, on va le faire au long, là. Je vais me faire une variable intermédiaire qui va s'appeler R. Puis, pour trouver l'aire d'un triangle, c'est la base, la hauteur, divisé en deux. OK, donc, ici, c'est un requis. S'il y a ce genre de questions-là, habituellement, on va vous donner la formule ou quoi que ce soit. C'est pas des choses à savoir par cœur. Donc, une fois que j'ai l'aire, pour être capable de retourner l'aire, je vais utiliser le mot-clé return. Puis, je vais pouvoir directement écrire le résultat. Maintenant que j'ai ça, je peux retourner dans mon programme. Là, on va commencer à cleaner le stock là, pour avoir un petit peu plus de place. Fait que je peux utiliser le print. Puis, à l'intérieur du print, je peux faire R triangle. Donc, si ici, c'est une fonction que j'appelle, le résultat de cette fonction-là va prendre la place de l'appel. Fait que le résultat que je vais calculer dans ma fonction va remplacer ce que j'ai écrit ici. Fait que si je regarde ici, je peux voir que ça me donne 3 fois 4 divisé en 2, ça me donne 6. Je peux le mettre dans une variable. OK, donc 2 fois 12 divisé en 2, ça me donne 12. J'ai mis dans la variable A le résultat
a été affiché correctement. Donc, le principe ici, c'est vraiment important de comprendre que quand on écrit une fonction, quand on te demande si elle a besoin de telle chose, ça veut dire que c'est des paramètres d'entrée. Puis quand je dis ça trouve telle chose, c'est que c'est des retours. Si on regarde ici, dans la fonction elle-même, je n'ai pas de print, je n'ai pas de input. Okay? Donc quand je suis en train de décrire des fonctions, à moins que dans la fonction elle-même, ça soit marqué on fait une saisie ou que dans la description de la fonction, ça dit on affiche quelque chose, il n'y aura pas de print, il n'y aura pas de input. Deuxième fonction. Donc là, ici, ça me demande, ici, il y a une question. Exactement. Donc ça ici, c'est l'utilisation de ma fonction. Je suis en train de la tester en fait. Là. OK? Fait que je pourrais avoir différents tests avec différents calculs d'air. Fait que ici, c'est à cause de la définition avec le nom de la fonction. On peut voir ici, quand je double-clique, il sait qu'ils se connaissent. Donc, les différentes informations que j'envoie ici sont envoyées dans les paramètres. Donc, le 2 est envoyé sur la base, le 12 est envoyé à la hauteur. Une fois que j'ai ces deux informations-là, ça l'exécute le calcul. Puis le résultat du calcul, avec le return, va reprendre la place de l'appel. Ça se fait vraiment par étapes. Okay, donc quand j'arrive ici, il commence à exécuter la fonction. Quand j'exécute la fonction, j'envoie les paramètres en ordre que je les reçois. Fait que le premier, ça va toujours être la base, le deuxième, ça va toujours être la hauteur. Ça exécute le contenu de la fonction. Puis quand j'ai un retour, ce retour-là prend la place de l'appel. Puis là, après ça, ça continue. Là, c'est devenu 12 ici. Fait que ça devient A1 est égal à 12. Là, c'est juste une assignation d'un nombre. Après ça, ça l'affiche. Puis là, c'est normal. Est-ce que c'est plus clair? Excellent. Donc, on a créé notre première fonction qui détermine l'aire d'un triangle. On veut se créer une deuxième fonction qui va être pour déterminer si un nombre est impair. Donc, pour déterminer si un nombre est impair, il va nous falloir une fonction, donc est impair. Puis à partir de là, il faut se poser des questions. Donc, j'ai une fonction est impair. Est-ce que la fonction va avoir besoin de paramètres d'entrée? Et si oui, combien? Donc, c'est quoi les informations primordiales que j'ai besoin d'avoir pour déterminer si un nombre est impair? Je pense un peu. Ben, j'ai besoin du nombre, parce que sinon je ne peux pas savoir c'est quoi, s'il est impair ou pas. Il va certainement avoir un nombre. Puis, est-ce qu'il va avoir un autre élément? Je pense qu'on est correct. Avec juste, si j'ai le nombre, je suis capable de dire s'il est impair ou pas. Donc ici, il faut faire attention. Il faut vraiment juste aller chercher dans les paramètres d'entrée les informations primordiales. OK. Fait que là, le principe, c'est je demande si c'est impair. Là, la première question que je me pose, ça va être, la deuxième en fait, la première c'était est-ce qu'il y a des paramètres d'entrée? Donc la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour? Donc s'il y a un retour, ça va être quoi? Donc ça détermine si le nombre est impair. Ça sonne comme une question qui a une réponse. Puis c'est quoi la réponse possible à cette question-là? Ben, si je te demande est-ce que 17 c'est impair, tu vas me répondre oui. Si je te demande est-ce que 22 c'est impair, tu vas me répondre non.
Fait que les réponses possibles, c'est oui ou non. Bon, en programmation, oui ou non, c'est pas directement programmable, mais on a un homologue. Hein? Donc, on avait vu les valeurs binaires, true ou false, qui vont me permettre de représenter ces différentes possibilités-là. Donc ici, je vais vouloir avoir un retour, okay, qui va être soit true, soit false, dépendamment de si est impair ou pas. Bon, fait que là, il faut que j'écrive du stock qui va me permettre de déterminer si est impair ou pas. Comment je fais pour déterminer si un nombre est impair? Ici, en fait, on va revenir. Puis ici, ça, c'est le petit truc de la chose. Ben, en fait, le principe, c'est qu'il faut détecter s'il est impair ou pas. Déjà là, dans ma question elle-même, si il est impair ou pas, si, ça c'est un if. Hein? Donc, si quelque chose, habituellement, ça va être une conditionnelle. Donc, ça va être un if de quelque chose. Je ne sais pas encore c'est quoi. On va le décider tantôt. Mais si c'est impair, ça va être vrai. Puis, sinon, ça va être faux. OK, donc on return le résultat. Fait que là, ce qui me reste à remplir, c'est quoi la condition qui me permet de déterminer si c'est impair ou pas. Ici, un petit truc pour être capable de déterminer si les éléments sont impairs, ça va être d'utiliser le modulo. Donc, on a parlé du modulo à notre première période. On avait vu le principe du modulo en disant que ça donnait le restant de la division. Hein, donc, si, admettons, on avait 14 modulo 5, c'est d'essayer d'enlever le plus de fois possible 5 dans 14 en restant non négatif. Hein, fait que si j'ai 14, j'enlève 5, ça me donne 9. J'enlève 5, ça me donne 4. Je pourrais enlever 5, mais là, je tomberais dans le négatif, fait que j'arrête. Hein, fait que ça me donnerait 4. Le modulo 2 a des propriétés intéressantes par rapport à ce qu'on va avoir avec les pairs et impairs. Ici, j'ai manqué de question tantôt, quelqu'un qui demandait est-ce que la période d'exercice après dans les salles, oui, il y a quand même la période après où c'est que vous allez pouvoir commencer les différents exercices de demain, en fait. Donc, le modulo 2 a une prémisse intéressante. C'est que si j'essaye de regarder ça, puis que je fais, admettons, 5 modulo 2, fait que j'essaye d'enlever le plus de fois possible 2 à l'intérieur de 5 en restant non négatif. Fait que je suis capable d'enlever 2 une fois, ça me donne, il va me rester, mettons qu'on le fait un petit peu au long ici, là. Je commence avec 5. OK? Fait que j'essaye d'enlever 2, ça me donne 3. J'essaye d'enlever 2, ça me donne 1. J'essaye d'enlever 2, ça va me donner quelque chose de négatif. Fait que j'arrête ici. Fait que 5 modulo 2. 5. Le modulo se fait avec un pourcentage. Ça donne 1. Si j'essaye avec 4. Je suis capable de trouver le pourcentage sur mon clavier. Donc, je vais pouvoir faire 4 moins 2. Ça me donne 2. Puis, je peux refaire un autre moins 2. Hein, je ne suis pas négatif encore. Ça me donne 0. Puis là, si j'essaie de faire le moins 2, ben là, je vais tomber négatif. Fait que j'arrête. 4 modulo 2, ça me donne 0. Donc, si on passe ça dans notre tête, là, puis je regarde le 3. Le 3, 3 modulo 2, ça me donne combien? Ben, le 3 modulo 2, c'est un peu comme la partie qu'on a faite ici, ça va me donner 1 quand même. Si j'essaye 2 modulo 2, ben, je peux voir ici que le 2 modulo 2, ça va me donner la même chose qu'ici, ça va me donner 0. Donc, si j'essaye le 7 modulo 2, ben, je peux voir que c'est comme juste un moins 2 de plus de ce bord-là, ça va quand même me donner 1. Si j'essaye 13 modulo 2, ben, ça va quand même tomber dans cette lignée-là, puis ça va tout le temps me donner 1. Fait que le principe, c'est que le modulo 2 va me donner 1 quand c'est impair.
et il va toujours me donner 0 quand c'est pair. Donc, comment je fais pour prendre cette connaissance-là et être capable de le représenter dans mon problème? Et ici, je peux dire, bon, j'ai mon nombre, je veux faire modulo 2, puis pour que ça soit impair, je veux que ça me donne 1. Et ici, je peux avoir cette réponse-là. Fait que ça, ici, ça me donne, est-ce que le nombre est impair ou pas? On va l'essayer. Est-ce que 23, c'est impair? Est-ce que 18, c'est impair? Fait que je peux voir ici, quand je demande est-ce que 23, c'est impair? Ça me dit que c'est vrai. Quand je demande est-ce que 18, c'est impair? Ça me dit que c'est faux. OK? Ça semble fonctionnel, notre affaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Exact. Exactement. Mm-hmm. C'est très possible. Donc, il y a plusieurs manières d'arriver à bon port. Le calcul du modulo, c'est un classique pour trouver les nombres pairs et impairs, mais c'est pas la seule méthode possible. Totalement. Là. Ici, là, c'est un bidouillage mathématique. Là. Okay? C'est une propriété mathématique du modulo qui est intéressante qu'on utilise dans notre cas précis pour les pairs et les impairs. C'est pas... Certainement. Fait que on va regarder ici, puis on va en faire quelques-uns. Okay? Juste pour le modulo 2 spécifiquement. Hein? Fait que si on commence, puis on a 2 modulo 2. Fait que si on va se... Donc si on a 2 modulo 2. Donc on essaye de soustraire hein, le 2 à celui-ci. Est-ce qu'on reste non négatif? Oui, ça me donne 0. Fait que le résultat de ça, c'est 0. Okay, donc ici, j'écris des équations mathématiques. Ce n'est pas des assignations. On est en mathématiques en ce moment. Si j'essaye 3 modulo 2, ben là, ce qui va se passer, c'est que ça va soustraire 2 une première fois à mon 3. OK, fait que j'ai mon 3. Je soustrais 2, il me reste 1. J'essaierai de soustraire 2, je tomberai négatif, fait qu'il me reste le 1, puis je le garde. Fait que ça me donne 1. Si j'essaye 4 modulo 2, ici, modulo 2. Donc j'ai 4, j'essaye de soustraire 2 une première fois, ça marche. J'essaye de soustraire 2 une autre fois, ça marche. Si j'essaie de soustraire 2 encore, oh là, je vais tomber négatif. Fait que le résultat de ça, c'est 0. Est-ce que jusque-là, ça va bien? Excellent. Donc, on y va avec 5. Fait qu'avec 5, même principe. J'essaie d'enlever le plus de fois possible de 2 en restant non négatif. Fait que je commence, j'enlève 2. Il me reste 3. Je peux encore enlever des 2, j'enlève 2, il me reste 1. J'essaie encore d'enlever 2, oh là, je tomberai négatif. Fait que j'arrête là, il me reste 1. On continue. 6 modulo 2. 6. Fait que là, ici, je commence, j'enlève 2. Hop. Parfait. Je continue. Je peux encore en enlever 2? Oui, j'en enlève 2. Peux-tu continuer? Est-ce que je peux encore en enlever 2? Oui, j'en enlève 2. Il me reste 0. Là, j'essaie de continuer, j'essaie d'en enlever 2. Ah, là, je tomberai négatif, fait que j'arrête là, je tombe à 0. Fait que ici, là, c'est quoi les valeurs possibles qui peuvent exister avec mon modulo 2? Si je regarde la suite logique ici, là.
Et voilà. Donc le principe du modulo 2, c'est que les deux seules valeurs possibles, c'est 0 ou 1. Fait que c'est certain que ça switch à chaque fois. Fait que ça fait en sorte que, puisque les nombres impairs sont toujours à une suite de 2, ben, ils vont toujours ramasser le 1. Puisque les chiffres pairs sont aussi tous à une suite de 2, ils vont se ramasser tous les 0. Est-ce que le truc mathématique est plus clair maintenant? Exactement. C'est vraiment juste un quirk de propriété mathématique qui marche seulement avec le modulo 2 pour détecter des nombres pairs ou impairs. C'est très, très, très spécifique. Excellent. Oui. Ben oui, mais ici, c'est pas possible de changer. C'est la propriété mathématique de ça. Tu pourrais faire ça plus 1 si tu veux comme le changer puis l'inverser. Mais. Ah oui, oui, oui. On pourrait ici avoir 0, puis ça nous détecterait des nombres pairs. Mais ici, il faut toujours faire attention. Hein? Moi, la question, je ne demandais pas est-ce que c'est des nombres pairs, je demandais est-ce qu'ils étaient impairs. Excellent. Donc, aussi en passant, juste pour voir qu'il y a tout le temps différentes méthodes pour faire les choses, on pourrait avoir la même fonction avec l'instruction suivante. Ça va faire la même chose. Pourquoi? Avec le principe, c'est que, bon, on a le return. Hein? Le return, on a dit que ça va prendre une expression, ça va évaluer l'expression, puis ça va retourner ça. Fait que ça va prendre cette expression-là, ça va retourner le résultat de ça. Fait que ici, c'est quoi le résultat de ça? Ben, j'ai mon nombre modulo 2, ça me donne 0 ou 1. Puis là, ce que je fais après, hein, quand ça me donne 0, ça va me donner 0 ou 1 ici, là. Fait que qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, il va avoir une comparaison d'égalité avec 1. Une comparaison d'égalité. Qu'est-ce que ça peut me donner comme résultat, cette affaire-là? Ben, ça va me donner directement le vrai ou le faux. En fait, ici, c'est redondant d'écrire ça comme ça. Pour l'instant, faites-vous-en pas, là, vous pouvez l'écrire comme ça, ça va sûrement vous venir plus facilement de cette manière-là. Mais, ultimement, OK, on a des méthodes plus efficaces qui évitent ce genre de redondance-là. Excellent. Donc, on a ici cet élément-là. On va regarder ici juste le principe de présentation de fonctions. Donc, vous allez voir les exercices. Oui. Oui. Donc, ici, le principe, c'est que je prends la même chose que ça, hein, mais le résultat, c'est déjà true de cette affaire-là. Hein, parce que le principe ici du if, c'est que le if a besoin d'un true ou d'un false pour fonctionner. Est-ce que ça c'est correct comme compréhension? Excellent. Fait qu'ici, je dis, ça ici, ça va me donner un true ou false. Hein? Là, le if va pouvoir l'utiliser pour comparer. Fait que là, je dis, si le if, il reçoit un true, retourne le true. Et si le if, il y a un false, le saute par-dessus, puis retourne le false. Mais d'utiliser le if, c'est un peu redondant, parce que la réponse, je l'ai directement là. Ça va déjà me donner true, cette partie-là, tout seul. J'ai pas besoin de me dire, si ça donne true, retourne true. J'ai juste besoin de dire, retourne-moi le résultat de ça, qui va déjà être un true ou false. Est-ce que la subtilité ici est
accessible ou je le répète d'une autre manière? Oui. Exact. Donc, ça va être une valeur de true, là, mais ouais. De la même manière qu'on a ça ici, là. Et on le fait avec... c'est littéralement le même résultat. Alright. Est-ce que c'est pas pire? Ça va bien? Excellent. On a ensuite la présentation de nos fonctions. Donc, si on regarde la majorité des fonctions, c'est des éléments qui sont quand même assez costauds, là, okay, qui vont faire différentes fonctionnalités. On veut être capable d'avoir une présentation, une documentation qui va décrire c'est quoi les éléments de la fonction, puis qui va aussi décrire qu'est-ce que c'est supposé de faire comme fonction. Ici, quand on va écrire différentes fonctions, on va les agencer de ce qu'on appelle un en-tête de fonction. Donc ça ici, c'est une nouvelle méthode de faire des commentaires. Donc c'est comme de mettre les dièses, là, okay, ça ne sera pas considéré dans les instructions. Puis on utilise les triples guillemets. Puis à l'intérieur des triples guillemets, je peux mettre autant de lignes de texte que je veux. Le principe ici, c'est qu'on va avoir une description générale de la fonction. Ça me dit c'est quoi le but de cette fonction-là. Ensuite, ça va me dire voici les différents paramètres. Donc les arguments, args, c'est les paramètres d'entrée. Habituellement, il va y avoir une corrélation avec les choses que j'ai écrites, et ça va me dire les différentes descriptions. On a ensuite le retour de la fonction. Donc, si elle a un retour, ça se peut qu'elle n'en ait pas. On a le droit d'avoir des fonctions pas de retour. Ça va être de quel type et une description. Et finalement, on a un exemple de son utilisation. Si on regarde dans les ateliers de cette semaine, ce qu'on vous donne, à place d'être du texte, ça va être des en-têtes de fonctions avec des exemples d'utilisation. Okay? Donc, on a les en-têtes avec les différents paramètres, le retour, des exemples de qu'est-ce que ça nous donne. Donc, il faut être habitué de lire ce genre de définitions-là. Il va falloir aussi être capable de les écrire, ces définitions-là, pour le travail pratique. Excellent. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu d'eau. On peut prendre une petite pause. Mettons qu'on peut prendre une pause de une dizaine de minutes. Un petit peu moins, jusqu'à 7h05. Donc, on va se dire à tout de suite jusqu'à 7h05.
nous revoilà. Donc, on est de retour. On continue dans la création de nos fonctions. En fait, on a vu la syntaxe puis les concepts pour la création de fonctions. Donc, le principe de création de fonction, appel de fonction, les principes de paramètres d'entrée pour être capable d'envoyer des informations à la fonction, le principe de retour pour être capable de retourner les informations de la fonction. Donc, tout ça est pas mal qu'est-ce qu'il faut savoir sur la création de fonctions. Ce qui nous reste à voir aujourd'hui, c'est les règles autres qui gèrent les différentes fonctions. Donc, on va parler du principe de contexte puis de durée de vie de variables. Donc, on a la problématique des variables qui rentrent en jeu. Okay? L'utilisation des variables ne peut pas se faire n'importe où, n'importe quand. Donc, quand on travaille avec un programme, c'est toujours possible si, j'essaie, mettons ici, de faire ça comme ça. OK, donc quand je vais essayer d'exécuter ça, on peut voir qu'on a un problème. Donc en fait, à ma ligne 20, quand je commence, je dis print A1, mais à ce moment-là, la variable n'existe pas encore. Puis en fait, même si, mettons, j'exécute une première fois mon programme, puis j'essaie de faire print A1, à une nouvelle exécution de mon programme, la variable, okay, elle n'est pas reconnue. Donc, on a le principe que les variables, ils ont une durée de vie. Ils ne vont pas vivre éternellement là, dans notre ordinateur. Donc, on a une première durée de vie globale qui nous dit que quand le programme est terminé, tout est flushé. Là, okay? Ça ne peut pas revenir durant une autre exécution. Mais avec les fonctions, ça devient encore plus localisé comme durée de vie de variable. Donc, le principe ici, c'est si j'essaye de faire ça. Okay? Donc, si je regarde ici, là, on dit j'exécute cette fonction-là. J'exécute cette fonction-là, ça envoie le 2, ça envoie le 12, ça s'en va à la base, ça s'en va à la hauteur. Là, je peux voir ici, j'en déclare une variable. Là. Okay? Ça s'appelle R, pas de problème. Je fais return R, on a vu que ça revient ici. Et quand je veux essayer d'exécuter ça, ben, je peux voir que quand j'essaie de l'exécuter, okay, à la ligne 22, ça me dit R, en ce moment, il n'est pas défini. Là, tu regardes l'ordinateur, puis tu es comme, ben, je comprends pas, il est défini ici, je l'utilise là, je l'ai assigné, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, quand je travaille à l'intérieur d'une fonction, okay, une fonction, c'est un peu comme un chalet. Ce qui se passe dans la fonction reste dans la fonction. Donc, on va avoir le principe de contexte local à la fonction. Donc, si je déclare des variables à l'intérieur d'une fonction, je peux seulement les utiliser dans cette fonction-là, et je ne peux pas les utiliser à l'extérieur de la fonction. On a ici les différentes possibilités là, qui viennent avec. Donc, si j'ai besoin d'avoir un résultat, je suis obligé de me créer une variable. Ça peut être le même nom de variable. Mais il faut comprendre que ce R-là et ce R-là, ils ne se connaissent pas vraiment. Okay, donc, le principe de contexte, un peu comme un nom de famille. Okay, donc, la variable, son nom, c'est comme son prénom. Mais ça ici, c'est le R du programme principal. Ça ici, c'est le R de R triangle. C'est pas parce que j'ai deux amis qui s'appellent Joseph que c'est la même personne. Hein? Donc, il faut non seulement avoir le bon nom, mais il faut aussi être dans le bon contexte pour être capable de comprendre la variable. Donc là, le principe, c'est de dire, OK, on a tout ça de bien dit. Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour envoyer de l'information dans ma fonction si je ne peux pas comme sortir des variables?
Ben, en fait, on a déjà vu les mécanismes de transfert d'informations des fonctions. Donc, on a les paramètres d'entrée qui vont permettre d'envoyer de l'information dans la fonction. Puis, on a des valeurs de retour qui vont être sorties de cette fonction-là. Donc, à partir de là, on est capable de comprendre que les variables existent seulement à l'intérieur de la fonction. Deuxième élément important quand je travaille avec les différentes fonctions, ça va être le principe de passage par valeur. Donc ici, on va se donner un petit peu plus de place. On va repartir à 9. Et on va se faire une nouvelle fonction. OK? Fait qu'on va l'appeler ajout somme. Fait que je reçois une somme, je reçois un ajout. OK? C'est-à-dire somme est égal à somme plus ajout. Puis on va retourner la somme. Donc là, ici, je me déclare une somme. Donc on va dire ça. Puis je vais essayer quelque chose comme ça. Ajout somme. Somme. Calcul. En fait, je vais même enlever le return. Et voir. Je mets 15. Je print. Somme. Donc là, la question que je vous demande, c'est qu'est-ce que le print va afficher? On se pose la question mentalement. Hein, même pas besoin d'écrire la réponse nulle part. Juste se positionner par rapport à soi-même sur qu'est-ce qui va être affiché dans le print ici. Et on va aller cliquer sur le play. On peut voir ici que ça me donne 100 directement. Donc, on a ici le ajout somme. Hein? On envoie la somme qui est 100. Mais là, ici, quand je fais l'ajout, on dirait que ça ne l'assigne pas correctement. Mais en fait, si je fais un print ici, OK, somme fonction. Je peux voir que dans ma fonction, la somme, elle existe. La bonne somme, le 115. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Fait que le principe qu'il faut comprendre ici, c'est quand on utilise des paramètres d'entrée. Quand on a des paramètres d'entrée, hein, puis quand on a l'appel de la fonction qui envoie des paramètres d'entrée, on dit que ça fait un passage par valeur. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que c'est pas somme qui est envoyé. C'est qu'est-ce que somme équivaut. C'est l'expression, l'évaluation de l'expression de somme. Fait que c'est pas somme qui est assignée à somme ici. Ça ici, c'est transformé en la valeur 100. C'est 100 qui est envoyé ici. Parce que le somme qu'on est en train de travailler, on vient de voir que c'est dans un autre contexte. C'est le somme de ajout somme. Puis le somme de mon programme principal, ils ne se connaissent pas. Là, ici, j'ai envoyé le résultat, mais on peut voir ici comment est-ce que ça fonctionne moins si j'essaie de faire quelque chose comme ça. Fait que là, je dis dans ajout somme, envoie-moi somme plus 20, fait que ça envoie 120. Fait que ici, c'est 120. Mais c'est quand même, ça n'a pas de lien avec la somme de mon programme principal. Donc, il faut faire attention ici, quand on travaille avec les fonctions, okay, que tout est isolé l'un par rapport à l'autre. Donc, les différentes variables que j'utilise dans une fonction, je ne peux pas les utiliser à l'extérieur. Puis si j'envoie quelque chose dans les paramètres, je ne peux pas juste le modifier puis espérer que ça continue après l'utilisation de la fonction. La seule chose qui peut sortir d'une fonction, ça va être le retour. Excellent. Donc, pour celui-là, je veux vous laisser le temps de faire quelques exercices puis d'être capable d'y penser. Je vais demander au démonstrateur de commencer avec cet exemple-là ici, qui va démontrer les bonnes connaissances du contexte de durée de vie de variable puis du passage par valeur. Je vous avertis, cet exercice-là,
il est tordu, ok? C'est des pognes, donc il faut faire extrêmement attention à qu'est-ce que ça va afficher. Donc le principe ici, c'est j'ai un script, j'ai une fonction, j'ai un programme main, puis je demande qu'est-ce qui va être affiché dans le print XYZ à la fin. Donc le principe, c'est essayer d'y penser, essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait, puis vous pouvez essayer de l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne pour de vrai. Ça ici, on va en jaser plus tard. Le point important, c'est le principe de variable globale. Donc, on s'était dit que quand on a une variable initiale, quand on a des fonctions, on veut les écrire au début. Fait que ça fait en sorte que toutes les déclarations de variables viennent après. C'est extrêmement important parce que je pourrais ici faire quelque chose comme ça. Et CTRL-V. OK. Et ici, en fait, on pourrait ici faire ça. Ah, même pas, il laisse même plus le faire. Correct. Comme ça. Ok, c'est pas la bonne ligne qui est pas bonne. Comme ça. Fait qu'ici, on a un exemple où j'ai déclaré une variable avant la fonction, puis je peux l'utiliser à l'intérieur de la fonction. Ça ici, ça apporte des mauvaises pratiques qui va en fait nous causer beaucoup de troubles dans le futur. Donc on veut éviter ça à tout prix. En fait, cette utilisation-là est interdite dans le cours. Alright. Dernier principe de la journée, c'est l'utilisation de modules. Donc jusqu'à présent, tout se passait à l'intérieur du même fichier main.py. Hein? On avait ici les différents fichiers possibles, puis il y en avait un qui était créé par défaut, puis c'était ça. Hein? On a la possibilité de prendre différents fichiers, quand dans les différents fichiers, il y a des fonctions. Fait que le principe ici, bon, on va refaire notre fonction correctement. On a la fonction ajoutSum, me fait une somme initiale, mettons, de 20. Et là, je vais dire, ma nouvelle somme, ça va être le résultat de ajoutSum avec mon S initial plus 540. Oui, j'ai une question. Exactement. Donc, les variables globales, ça va être des variables qui sont déclarées avant les définitions de fonctions. Excellent. Est-ce qu'on avait une autre question? Non? On est bon? Je vois Kevin qui se démute. Oh! Ici, c'est juste une fonction bidon là, qui fait juste une nouvelle somme puis qui retourne la somme. C'est vraiment juste académique comme fonction. C'est juste pour avoir une fonction qu'on va utiliser. On est bon? On continue. Donc, le principe ici, c'est d'être capable de prendre cette fonction-là puis de la déplacer dans un autre module. Donc, ici, les modules, c'est synonyme à fichier externe. Donc, on va se créer un nouveau. On va l'appeler utils.py pour des utilitaires, mettons. Et je vais aller mettre cette fonction-là à l'intérieur. Donc, à ce point-ci, dans mon main, si j'essaie de l'exécuter, ma fonction ajoutSum n'existe plus. Pour être capable d'utiliser ma fonction ajoutSum,
j'ai besoin d'importer le module. OK, le module a le même nom sans le point PY. Puis, pour être capable d'utiliser cette fonction-là, je peux utiliser la fonction, le nom du module, point le nom de la fonction que j'ai dans le module. OK. Parfait, parfait, parfait. Ça va bien. On a aussi on a d'autres versions en fait de la nomenclature de ça. Je peux aussi dire utile import ajout somme. Et à ce point-là, je peux l'utiliser normalement. Ça fonctionne aussi. On a un print ds. C'est quelque chose. Donc, on a différentes versions pour être capable de faire ça. OK, on va voir au fur et à mesure de la session qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut utiliser avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à la création de nos modules? C'est pas mal ça. Dernière chose, c'est qu'il y a plusieurs modules qui sont fournis dans Python. Donc, on peut importer des modules comme math qui va me permettre d'avoir des fonctions, mettons, comme sin. OK, donc pour savoir c'est quoi les différentes fonctions disponibles, là, il faut aller voir la documentation qui vont venir avec les différentes librairies. Si on regarde ici dans Math, on peut aller regarder les différentes fonctions qui sont disponibles. Fait qu'on peut aller voir ici, il y a ceux qui sont par rapport à la gestion de nombres, les fonctions trigonométriques, les fonctions angulaires. Fait que les fonctions angulaires, on a la conversion de degrés en radians, les fonctions hyperboliques, on a des constantes pour être capable d'avoir la valeur de pi. Qu'est-ce qu'on a une liste là, à l'intérieur, là, donc on peut aller chercher le plus grand commun diviseur, la somme des éléments, le factoriel, hein, donc on avait calculé à la main avec une boucle. Donc on a une panoplie de différentes fonctions qui sont disponibles à l'intérieur des librairies. Excellent. Donc ici, juste pour démontrer l'utilisation de ces différentes fonctions-là, si je te demande une fonction qui va recevoir la base et la hauteur, puis qui va te retourner la valeur de l'angle adjacent, donc ici c'est un peu de trigonométrie, là, OK? Donc pour trouver l'angle adjacent, on peut utiliser l'arctan de l'auteur sur la base sur 2. Ici, encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'on se souvienne de ce genre de choses-là par défaut. Mais si je vous donne la formule, vous devriez être capable de dire, ben, à partir de la base et la hauteur, j'ai besoin de trouver l'arctan. Fait que là, l'arctan, c'est une fonction dans ma librairie math. Et à partir de cette arctan-là, j'ai dit que c'était la hauteur divisée par la base divisée par 2. Il faudrait que j'écrive hauteur correctement pour que ça fonctionne. Ici, on aurait l'exemple de l'exercice 3 en ayant la formule déjà prédéfinie. Ici, ça fait le tour des fonctionnalités fondamentales des fonctions, de leurs règles d'utilisation, puis de l'utilisation de modules externes. À partir de là, vous êtes capable de commencer l'atelier numéro 3. Donc, le restant de la période se transforme en atelier individuel
où vous allez pouvoir commencer à travailler sur les différentes fonctions de l'atelier 3. Ici, puisque c'est rendu des fonctions, vous pouvez avoir seulement un fichier pour toutes les déclarations des fonctions à l'intérieur du même fichier. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je vous laisse aller travailler? Oui. Oups. Ben ici, c'est que ça va le retourner. Fait qu'ici, il faudrait avoir dans notre programme principal, là, un print du résultat de cet élément-là. Ouais, non, c'est ça, c'était de l'utilisation de SIND il y a un petit bout. Là. Excellente question. Ben, en fait, non, c'est l'inverse. Donc, avant, pour chacun de nos programmes principaux, il fallait les mettre dans différents projets. Là, puisque c'est des fonctions, les fonctions, on peut juste toutes les stacker à l'intérieur du même fichier. Là. Et voilà. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'est pas. Ben, allons-y. Sûrement. Sûrement. Peut-être genre une, là. Une bonne, là, tu sais. Une. Je sais pas si c'est un remerciement pour vrai, là, mais. C'est ça. Excellent. Donc, on est bon avec ça. On va arrêter notre enregistrement. Autrement, on se revoit dans quelques instants ou la semaine prochaine.